Shalom, assalamu alaikum. C'est toujours avec émotion que nous vous retrouvons tous les lundis et nous avons foi que vous vous portez tous bien depuis là où vous nous écoutez, à Lomé ici sur les ondes directement de Canal FM ou à Néro avec Radio Lumière, à Sokodé où vous nous suivez sur Radio Centrale FM, à Niamtougou par Radio Sama FM, à Bassa avec Radio Daoul et à Dapong avec Radio Courtoisie. Également, vous qui nous écoutez dans différents pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie, des Amériques, d'Océanie, un peu partout, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, lundi 14 décembre 2020, et lentement mais sûrement avec foi, nous allons clôturer cette année 2020 qui a charrié beaucoup de désolation, de malheur. Confions-nous encore une fois à la souveraineté du Tout-Puissant pour qu'il en soit ainsi. À la technique aujourd'hui, Victor Kwekoko, Michel Tomega et Gérald Akoucha. Les confrères et autres invités qui s'installent autour de la table. Mais laissez-moi juste vous donner le menu de l'émission de ce jour. Nous allons aborder la Covid-19 avec ses méfaits en termes de maladies, de morts et autres, mais également de dégâts socio-économiques. Et nous allons nous appesantir sur la stratégie de riposte à cette pandémie ici dans notre pays. Et l'autre grand chapitre, c'est les questions de gouvernance, aussi bien politique, économique que sociale. Avant la présentation des invités et confrères, découvrons la pensée du jour. C'est Keanu Reeves qui écrit que tu n'apprendras rien de la vie si tu penses que tu as toujours raison. Encore une fois, Keanu Reeves qui écrit que tu n'apprendras rien de la vie si tu penses que tu as toujours raison. Aliru Moru Chakala, bonjour. Bonjour Rossat, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Votre micro qui a un petit souci. Commençons plutôt, allons avec Didier Assoba de Togo Brico News. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM et bonjour à tous ceux qui nous écoutent un peu partout à travers le monde. Merci Didier Assoba. En face de lui, Aliru Moru Chakala de Courrier de la République. Bonjour, oui, Sass. Toujours, vous allez devoir changer de micro parce que ceux qui vous écoutent veulent vous suivre dans les conditions optimales, n'est-ce pas Aliru? Oui, absolument. Voilà. Un petit souci, mais vite réglé. Vite réglé. Non, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Canal FM. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci. Deux confrères avec notre invité que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. C'est le professeur Didier Koumavi Ekwevi. Bonjour professeur. Bonjour Sass. Professeur de santé publique, épidémiologiste, membre du conseil scientifique. Exactement. Merci d'avoir trouvé 90 minutes de votre temps pour nous accompagner sur la riposte à la Covid-19. Mais une fois n'est pas coutume, avant de venir au coronavirus, partageons ces quelques dépêches. Aliru, encore une fois, la mort qui a visité le monde de la presse. C'est un confrère qui vient de perdre sa jeune épouse, la maman qui vient de laisser un bébé d'à peine 3 mois sur les bras de ce confrère-là. C'est le directeur du journal Le Bâtisseur qui est ainsi veuf. Oui, nous avions appris la triste nouvelle hier. Je pensais que c'était une plaisanterie, mais j'ai dû rapidement appeler le confrère Nicolas pour m'enquérir de la nouvelle. Et c'est un confrère inconsolable, tout en sanglots, qui m'a reçu au bout du fil. J'étais très ému, très attristé par son état. Et c'est tout à fait normal quand on perd un être cher, surtout qui vient de vous donner un enfant qui a presque 3 mois. Et ça ne peut que vous étreindre tellement le cœur. Donc, je me joins aux confrères dans ces durs instants qu'il traverse et je prie Dieu de le consoler. Et elle a disparu, je prie Dieu de la créer dans son royaume céleste. Donc, nous sommes de tout cœur avec le confrère Nicolas. Ainsi va la vie, c'est la volonté de Dieu. On ne peut rien contre ça. Ce que nous avions à faire, c'est de prier pour consoler l'époux et
pour que le petit, ou bien la petite qui l'a disparu à laisser, puisse grandir dans un environnement sain. Donc c'est tout ce qu'on peut dire au confrère. Merci. C'est quand on se retrouve en face de la mort d'un proche, ou bien c'est quand on voit un proche vraiment malade, c'est à ces moments-là qu'on se rend compte du mystère de la vie. Préserver la vie, glorifier Dieu, mais encore une fois, chérir la vie comme nous l'aimons souvent nous dire en fin d'émission. Il dit à Soba et le confrère de le baptisteur qui vient de perdre sa femme. Alors nous qui sommes en vie, gardons encore notre foi et l'espérance. Oui, naturellement, je me joins donc au confrère Aimé Alilou Tchakala pour présenter mes sincères condoléances à Nicolas, avec qui j'ai eu à collaborer dans une rédaction en 2012. C'est un ami, c'est un confrère, on est tout le temps en communication, donc c'est dur l'épreuve qu'il traverse. Beaucoup de courage à lui surtout, et surtout qu'il mette tout son espoir et sa confiance en le Seigneur, parce que c'est lui seul qui pourra mieux l'assister en cette situation, et surtout qu'il ne perde pas sa foi. C'est des choses qui arrivent dans la vie. La vie est ainsi faite, dirait l'autre. Donc, oui, pour nous qui continuons d'avoir la grâce de la vie, continuons à rendre grâce à Dieu, parce que c'est tout ce que nous pouvons faire. Quand nous faisons le bilan, quand nous réfléchissons un peu, quand on voit le mystère qui entoure la façon dont nous nous réveillons le matin, nous n'avons qu'à rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits et sa bonne volonté de nous laisser la vie, continuer encore à vivre. Il n'est pas donné à tout le monde d'être au calcul des vivants aujourd'hui. Donc, sachons reconnaître cela, ce bienfait-là, et remercions le Seigneur. Célébrons la vie à chaque instant que nous avons le souffle de vie en nous. Nous continuons nos dépêches en nous transportant au sein de l'Assemblée nationale. Nous apprenons que le tout nouveau président de la Cour suprême, le juge Yahya Bawa Abdoulaye, il prête serment ce lundi 14 décembre 2020 devant le bureau de l'Assemblée nationale. Donc c'est au siège de l'Assemblée que le président de la Cour suprême prête serment devant le bureau, et c'est conformément à l'article 121 alinéa 2 qui fait obligation au président de la Cour suprême de prêter serment devant le bureau de l'Assemblée nationale avant d'engager ses charges. Déjà la semaine passée, le mardi 8 décembre, Yahya Abdoulaye est entré en fonction en remplacement de Patrice Akakovi Gamato. Et pour terminer, le juge Yahya Abdoulaye, qui a été nommé par décret pris par le président de la République le 2 décembre dernier, président de la Cour suprême. Alirou? Oui, c'est un rituel auquel le nouveau président de la Cour suprême ne saurait se soustraire. C'est de l'ordre normal des choses, puisqu'il y a certaines dispositions qui lui imposent cela, donc il va aller prêter serment, parce que c'est délicat, c'est chargé. Être président de la Cour suprême, c'est toute une responsabilité qui engage la personnalité même du juge et l'image même du pays par rapport aux décisions qu'il viendrait à rendre. Donc, il doit prêter serment devant les élus du peuple. Je crois que toutes les dispositions seront respectées là-bas par rapport à la situation sanitaire que nous vivons, et nous souhaitons bon vent au niveau magistrat et qu'il anoblisse un peu plus les charges comme a eu à le faire son prédécesseur Gamato. Et juste terminer, rappeler que le président de la Cour suprême est le troisième personnage constitutionnel de la République, puisque nous avons trois pouvoirs: l'exécutif avec le président de la République et le Premier ministre, le législatif avec l'Assemblée nationale, et le troisième pouvoir qui devrait même surveiller les deux premiers, c'est la justice avec à cette tête le président de la Cour suprême. Nous souhaitons de bonnes charges à Abdoulaye et Bawa Yahya. Autre président de serment, Didier Assoba, c'est à Abidjan.
je ne sais pas si c'est Abidjan ou bien Yamoussoukro. En tout cas, le président Alassane Dramane Ouattara, il prête serment aujourd'hui. Juste rappeler que Ouattara a été réélu le 31 décembre dernier dans les conditions dont nous avons abondamment parlé. Et on annonce à cette cérémonie la présence de ces pères de la sous-région, dont Faure Gnassingbé du Togo, Nana Akufo-Addo Dankwa Akufo-Addo du Ghana. On annonce même Patrice Talon du Bénin, Didier Ouattara, qui va entamer son 3e mandat assez controversé, mais il en sera ainsi. Oui, sauf qu'on n'a pas, je veux dire, on n'a pas les moyens de l'en empêcher, parce que vous avez vu comment, vous avez rappelé un peu les conditions dans lesquelles l'élection s'est déroulée le 31 octobre dernier. Tout le monde entier a observé de près ce qui s'est passé sur le territoire ivoirien, mais la structure en charge de l'élection, donc cette structure-là, qui a été à la solde d'Alassane Ouattara, a décidé de le proclamer avec ce score-là à la soviétique, parce qu'ils n'ont compté que les électeurs de Ouattara qui étaient, et pendant que la majorité des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes. Donc Ouattara est proclamé président légalement selon les institutions ivoiriennes, mais est-ce qu'il a aujourd'hui la légitimité dont a besoin un président de la République pour véritablement dérouler ses actions, son programme de société? Je crois que c'est là que se pose véritablement le débat aujourd'hui. On voit aujourd'hui à travers la sous-région ouest africaine surtout, c'est le débat qui revient, c'est le débat récurrent qui revient. La loi, les présidents font tout pour mettre les institutions et la loi de leur côté pour pouvoir s'octroyer cette légalité-là dans ce qu'ils font, mais la légitimité souffre toujours. Si vous avez une population, je donne un exemple banal, une population de 20 millions d'habitants, et qu'au soir de l'élection, vous vous retrouvez être élu avec 1 million de votants, vous devrez reconnaître que légitimement, vous n'êtes pas qualifié à diriger un tel pays, mais c'est la mode actuellement en Afrique de l'Ouest. Il faut se faire élire par un certain nombre d'électeurs, certaines fois des électeurs fictifs. Et donc, pour se donner président, pour se proclamer président, Nana Akufo-Addo, vous l'avez annoncé, il sera là-bas aussi, mais lui aussi il a des problèmes un peu chez lui ici, à l'issue des élections. Donc on voit un peu comme des clubs d'amis qui vont se rencontrer, se soutenir dans la difficulté. Eh bien, Alassane Dramane Ouattara, qui prête serment devant ses pairs, dont Faure Gnassingbé Adema du Togo, Nana Akufo-Addo du Ghana. Le Ghana qui a connu des élections générales il y a exactement une semaine. Et les premiers résultats créditent Nana Akufo-Addo de vainqueur, mais c'est une évidence que son challenger, John Dramani Mahama, conteste assez ouvertement cette réélection et dit engager des poursuites devant la juridiction du Ghana. Mais nous apprenons que, en attendant que la Cour suprême du Ghana n'ait statué, le chef de l'État du Togo, Faure Gnassingbé, a déjà félicité Nana Akufo-Addo. C'est ce que nous rappelle le forum de la semaine. Élection présidentielle au Ghana, Faure Gnassingbé salue la brillante. C'est le forum qui a mis ça entre guillemets. C'est pourquoi Faure Gnassingbé salue la brillante victoire de Nana Akufo-Addo. Cela inspire d'autres journaux à s'intéresser à la série d'élections que nous connaissons dans la sous-région. Liberté qui écrit à la page 5, une élection ghanéenne à la sauce togolaise. Et puis à la page 3, le même Liberté met en éditorial Afrique de l'Ouest, les élections se suivent et se ressemblent. Et nous terminons avec le journal du Togo qui parle de la problématique de l'alternance politique et des régimes démocratiques en Afrique, retour en pompe des régimes monarchiques, recul de la démocratie ou l'émergence de nouveaux ordres. À l'Hérault, nous parlons du Togo qui a connu son élection le 22 février. On a parlé de la Guinée et de la Côte d'Ivoire qui ont organisé des élections présidentielles en octobre.
Le Ghana vient de le faire il y a une semaine. Dans 2 semaines, ce sera le Niger. Et puis le premier trimestre de l'année 2021, ce sera le Bénin également qui ira à son élection présidentielle. Finalement, comme l'écrit Liberté, est-ce que les élections se suivent et se ressemblent en Afrique de l'Ouest? Malheureusement, oui. Quand on donne le tempo, je pense que les autres aussi ne font que suivre cela. C'est des passages en force. Après tout, bon, on essaie d'enjoliver ça par les institutions qu'on régente de mettre. Donc, c'est le recul, il est net, il est constaté à tous les niveaux, que ce soit au niveau des pays que nous avions estimés en tant que modèle dans la sous-région, ces pays-là aussi connaissent des reculs. Il eût cru qu'au Ghana, on va assister à cette vilaine scène où on vient opérer des passages en force dans les décomptes et presque tout. Et bon, pourquoi on se l'empresse de féliciter Nana Akufo-Addo alors qu'il y a un litige qui est encore là et il faut attendre que les juridictions viennent trancher d'abord. Donc, peut-être cette solidarité entre deux dans le mal qu'on reconnaît à tous ces leaders. Ils se soutiennent. Vous avez vu ce qui s'est passé un peu en Côte d'Ivoire. Vous avez vu aussi le cas guinéen. Donc, ça se ressemble. Maintenant, on est en train de sauter les verrous constitutionnels pour faire plaisir à ces gens-là qui ne donnent plus de limite à leur gourmandise pour le pouvoir. On ne va pas dire que maintenant c'est le mandat, c'est 2 fois 5 ou 2 fois 4 dans certains pays, mais on saute tout, on déverrouille les verrous constitutionnels pour remplir autant de fois qu'on veut. Quand on vient à mettre sous son aisselle les institutions en charge des élections, quand on vient mettre l'armée aussi à contribution, je crois que le tour est vite joué. Mais il va falloir quand même que les réflexions se fassent pour revenir à l'ordre normal au niveau de la sous-région. Sinon, la régression, elle est très patente et nous sommes en train de faire pour l'avenir de la démocratie. Les résultats des élections contestées au Togo, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Ghana. L'exception heureuse, c'est le Burkina qui a connu son élection présidentielle il y a quelques jours. Élection dont les opposants ont reconnu le verdict et félicité le président Marc Christian Kaboré, réélu. Et puis, autre phénomène, il n'y a pas longtemps, au Sénégal, Macky Sall était passé au premier tour. Faure Gnassingbé est passé au premier tour en février. Alpha Condé, Ouattara, Kaboré, Nana Akufo sont passés au premier tour. Peut-être que dans 2 semaines, disons, le Niger aussi aura élu son président au premier tour. Pourquoi pas peut-être au Bénin au premier trimestre 2021. Didier, quand on considère que finalement les chefs d'État sont élus au premier tour, on se demande qu'est-ce que ça vaut, toutes les peines que nous les Togolais nous sommes donnés avec ces manifestations, ces contestations pour réclamer le 2e tour, avec les cortèges de blessés, de morts. S'il faut faire tout ça finalement pour que les gens passent au premier tour. Non, vous êtes sans savoir que Alilou a touché un point essentiel. Quand vous analysez l'actualité sociopolitique dans la sous-région aujourd'hui, l'amour, c'est pour les présidents sortants, c'est de ne pas partir en fait. C'est de ne pas partir. Et pour ne pas partir, il vaudra mieux gagner au premier tour que de donner la chance aux oppositions de se regrouper et de se souder lors d'un éventuel 2e tour pour battre les présidents sortants. Et donc, voyant ce danger-là, ils font tout, même si, au vu des chiffres qui sortent des bureaux de vote, ils n'ont pas gagné au premier tour, ils font tout pour proclamer, pour trouver des alibis qui leur permettent de passer au premier tour. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui parce que sachant pertinemment, j'avais déjà donné un aperçu de la chose. Si vous avez un président qui dirige un pays, qui sait pertinemment qu'il n'est pas populaire, il sait que si l'occasion était donnée véritablement aux électeurs de s'exprimer librement, de plein cœur et au tribunal de leur conscience dans les isoloirs, ils ne gagneraient pas les élections et qu'ils sont là-bas par la force des choses, ils veulent continuer à être là. Ce n'est plus les 2 fois 5 comme le disait, ce n'est plus 2 fois 4 ou 2 fois 5, ce n'est plus
aujourd'hui la norme de 2 mandats. Des gens veulent faire 3, des gens veulent faire 4, des gens veulent rester à vie. Et donc, ils font tout pour que les oppositions n'aient aucune chance lors des élections. On verrouille presque tout pour que le président sortant puisse passer rapidement au premier tour. Parce qu'au deuxième tour, l'espoir sera recréé dans la population, surtout au niveau des abstentionnistes qui vont rapidement se réveiller, aller chercher leur carte et aller voter pour le candidat de l'opposition le mieux placé. On a vu ailleurs ce qu'a apporté le deuxième tour lors des élections dans les pays. Au Bénin, si Talon est là aujourd'hui, c'est grâce à un deuxième tour que Talon est là. Et on a vu comment la coalition a été faite autour de lui pour battre le candidat du régime sortant. Et donc, les présidents, la plupart, voyant ce danger venir, ne laissent plus aucune chance aux oppositions de passer. Et donc, ils font tout pour bidouiller les chiffres dès le premier tour afin de pouvoir passer tranquillement. C'est ce à quoi on assiste. Donc, aujourd'hui, c'est la démocratie telle qu'elle nous a été enseignée par les Blancs, qui est en danger en Afrique, et peut-être il va falloir peut-être remettre la question de la démocratisation du continent africain sur le tapis et réfléchir véritablement à quel modèle nous voulons pour notre continent. Merci. En tout cas, souhaitons bon mandat à Ouattara et à tous les chefs d'État qui passent au premier tour, qui n'oublient pas que ce qui vaut d'abord la peine, c'est de faire le bonheur de leurs concitoyens. Nous passons à présent à la Covid-19, mais avant d'en venir au débat proprement dit, voyons un peu les impacts socio-économiques de cette pandémie avec cet article du confrère Le Télégraphe du Togo à la page 7 qui écrit Covid-19 et impact sur les entreprises, l'emploi et les droits fondamentaux liés au travail au Togo. Des acteurs du monde du travail étaient en réflexion pour la formulation d'un argumentaire de plaidoyer assorti de recommandations. Donc, c'est l'ONG SAD qui a réuni les 9 et 10 décembre 2020 au CSI Afrique, ancienne Fopades, à Gonyévé, les acteurs du monde du travail au Togo. Ils ont réfléchi sur... le thème, c'était réflexion et analyse sur les impacts du Covid-19 sur les entreprises, l'emploi et les droits fondamentaux liés au travail au Togo et dans le monde. Quelle alternative pour la résilience et la paix sociale, défis et perspectives? C'est-à-dire qu'à Lirou Tchakala, on ne le dit peut-être pas assez, mais la pandémie, le Covid-19, à part le fait de faire des malades et des morts, cette maladie fait également des chômeurs, des chômeurs. Oui, les chômeurs, au niveau du travail, cela se remarque avec plus d'activité, parce que nous vivons une situation exceptionnelle et au niveau aussi du travail, et la conséquence va se faire immédiate. Des gens qui sont obligés de réduire le personnel, des gens qui sont obligés d'assurer un service minimum, des gens qui sont même contraints de fermer leur emploi parce que nous ne trouvons pas de débouchés par rapport à leurs produits qu'ils viendraient à fabriquer. Donc ça peut avoir des impacts, des incidences négatives sur les emplois, la création des emplois. Donc, ailleurs, il y a des accompagnements conséquents de la part de l'État pour que ceux-là qui ont osé créer ces emplois, ces entreprises puissent amortir un temps soit peu les affres que cause la pandémie. Hein. Ici, où en sommes-nous, c'est vrai, il y a eu des annonces qui ont été faites, il y a eu des demandes d'accompagnement de la part de certaines structures bancaires de la place, mais où en sommes-nous exactement? S'il y a des gens qui réfléchissent à la chose pour voir comment est-ce qu'il faut amoindrir la casse, je crois qu'il faut accompagner la dynamique, vivement que des résolutions fortes puissent être prises pour que les chômeurs ne se fassent pas la taille. Sur les impacts socio-économiques de la pandémie, il faut rappeler quand même que le gouvernement togolais a mis en place le programme Novici qui avait accompagné les acteurs du secteur informel pour un certain nombre de milliards. Des mesures incitatives avaient été également prises par le gouvernement en termes d'allègements fiscaux au bénéfice des entreprises. Mais c'est la Chambre de commerce et l'Association des grandes entreprises du Togo qui a publié son carnet blanc la semaine dernière
Ce sont ces institutions-là qui sont mieux situées que nous et le ministère des Finances de la République, le ministère de l'économie et des Finances, pour faire le point assez exhaustif sur les conséquences socio-économiques de la pandémie. Alors, quant à nous, tournons-nous vers notre invité, professeur Didier Koumavi-Ekwevi. Rebonjour. Bonjour, et vous qui êtes épidémiologiste, professeur de santé publique, également membre du conseil scientifique qui conseille, je dirais ainsi, les plus hautes autorités du Togo. N'est-ce pas, professeur? C'est bien cela. On donne des orientations au gouvernement pour une prise de décision en fonction des connaissances scientifiques. Merci. Alors, les chiffres du jour, tels que le gouvernement les a rendus publics hier, le Togo a enregistré un total de 3251 cas au total, 2771 guéris, malheureusement 66 décès et 414 cas actifs. Et bien, professeur, on voit à travers les chiffres que non seulement les contaminations continuent à augmenter, mais également les morts et les cas actifs. Tout à fait. On a une augmentation du nombre de cas. Et la dernière réunion que nous avons pu avoir avec le gouvernement, nous avons bien expliqué cette augmentation du nombre de cas. Et si vous voyez, depuis septembre, il y a une augmentation du nombre de cas. Par mois, par exemple, en septembre, nous étions à 384 cas. Et en octobre, nous étions à 547 cas. Ce qui fait une augmentation de 42% par rapport au mois précédent. Et en novembre, nous sommes à 643 cas, soit une augmentation de 17% par rapport au mois d'octobre. Donc nous sommes toujours dans une phase ascendante. Deuxième information, c'est les décès. Nous avons 66 décès, ce qui nous permet de calculer un indicateur que nous appelons la létalité, ou bien encore la mortalité tout simplement. C'est-à-dire c'est le nombre de personnes décédées parmi ceux qui ont été infectés par le coronavirus. Nous sommes à 2,1%. Ce qui veut dire tout simplement que lorsque nous avons 100 personnes qui sont infectées par le coronavirus, 2 vont décéder. Donc voilà un peu l'état de la situation. Et nous nous sommes dit, puisque les chiffres augmentent tout le temps, qu'est-ce qui va se passer en décembre? Et qu'est-ce qui va se passer en janvier? Voilà un peu nos analyses en disant que si nous partons sur une hypothèse d'une augmentation de 20% de cas chaque mois, en décembre, on va se retrouver avec 800 cas. Et en janvier, avec 960 cas. Ce sont des projections, on peut se tromper. Mais au vu de ce que nous voyons actuellement, avec une augmentation de 42% de cas entre septembre et octobre, de 17% de cas entre octobre et novembre, il y a lieu de se poser des questions pour une bonne prise de décision. Alors, professeur, actuellement, il y a ce qu'on appelle la deuxième vague qui déferle sur l'Europe, des pays comme la Grande-Bretagne, l'Italie, la France, aux abois, même l'Allemagne, qui était quelque peu mieux épargnée, est également envahie. Est-ce que cette vague-là en Europe risque de déferler sur nous aussi en Afrique, professeur? C'est un peu plus compliqué que la réalité. Parce que quand on parle de vague, c'est qu'il y a une augmentation d'abord qui est exponentielle. Après, il y a une diminution. Et puis, il y a une remontée. C'est comme effectivement une vraie vague. Donc, dans les pays développés, on a vraiment, surtout en Europe, on a vraiment une deuxième vague. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation, il y a une diminution pendant l'été, et puis il y a une remontée qui a été favorisée par le changement de température. En Afrique, certains pays sont en train de connaître une deuxième vague. Le continent africain est divisé en deux. Des pays qui connaissent une hausse et des pays qui connaissent une diminution. En Afrique du Sud, si vous voyez bien la courbe, il y a effectivement une deuxième vague. Et certains pays, il n'y a pas de deuxième vague. Maintenant, il faut être très prudent. Parce que le problème que nous avons en Afrique, c'est que nous ne connaissons pas vraiment la profondeur de la maladie parce que nous ne faisons pas suffisamment de tests. Tout le continent africain, c'est 20 millions de tests qui ont été réalisés. Plus vous faites des tests, plus vous identifiez les gens, plus vous pouvez parler de deuxième vague. Ce mot, on a tous envie de le prononcer, mais on fait attention parce qu'au vu de l'allure des courbes, on s'interroge. Si vous regardez la situation toute particulière du Sénégal, depuis quelques jours, il y a une augmentation du nombre de cas qui a explosé parce qu'il y a une baisse de la température. Pareil au Burkina Faso, plus 372, plus 900 cas.
en 2 semaines. 1000 cas plus 1000 cas au Sénégal en 2 semaines. Donc, ce qui nous amène à être un peu inquiets. On n'a pas encore tous les éléments, mais il y a des signes qui vont en faveur de cette deuxième vague. Donc, il faut se préparer, éventuellement, ceux qui sont, vaut mieux se préparer pour cette deuxième vague, mais le mot n'est pas encore clairement prononcé. Alors, pour ce qui est des tests, hier, les chiffres officiels laissaient entendre que le Togo a pratiqué un total de 160 765 tests de dépistage, ce qui fait un ratio de 20,90 tests pour 1000 habitants. Alors, est-ce que cette taux permet au Togo d'avoir une vue assez exhaustive de la pandémie chez nous? Mais ce n'est pas suffisant, disons-le clairement. C'est-à-dire qu'il faut dépister plus que cela, puisque nous faisons en moyenne entre 800 et 1200, 1300 tests par jour. En fonction de cela, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, les gens qu'on identifie comme étant les plus infectés, c'est ceux qui ont eu l'opportunité d'avoir un test. Et vous allez retrouver beaucoup de voyageurs, parce que ce sont des individus comme nous qui doivent voyager et qui un beau matin vont à l'aéroport pour se faire dépister et puis on leur dit, attention, vous avez le coronavirus. On sait que plus vous dépistez, plus vous allez identifier les cas, plus vous aurez une meilleure cartographie de la situation épidémique. Alors justement, à propos des voyageurs et ceux qui passent notamment par l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé, on se rappelle que le gouvernement avait annoncé la mise en place de mécanismes pour bien surveiller, notamment l'application TogoSafe, dont nous parlons assez souvent. Aujourd'hui, le confrère, le journal du Togo écrit « Silence, on lutte contre le Covid-19, le test PCR des voyageurs, est-ce un mythe ou une réalité ?» Professeur, ce test, cette application TogoSafe, lancée officiellement depuis le 4 septembre 2020, est-ce que c'est un mythe ou bien une réalité effective? Parce qu'il faut distinguer deux choses. D'abord, le test PCR qui est le test de référence, qui permet d'identifier les sujets qui sont infectés par la maladie, qui est la biologie moléculaire, et qui va rechercher les virus, et qui dit qu'il y a une présence de virus. Et puis maintenant, la stratégie du Togo, comme la stratégie de tous les pays, c'est de dépister, d'isoler et de traiter. Et donc une application a été mise en place afin de dire si vous êtes positif, quels sont les contacts qu'il y a autour de vous. Donc c'est une application qui a été utilisée dans beaucoup de pays. Je crois que le Togo fait partie quand même un des rares pays à avoir cette application. Donc voilà, c'est une application qui permet de dire, si vous le voyez, moi je l'ai sur mon appareil, si vous le voyez, qui vous dit, voilà, vous êtes à haut risque, vous êtes à faible risque, ou bien vous êtes à risque élevé. Et qui permet de dire, vous avez des contacts. Donc c'est une application qui a été utilisée dans beaucoup de pays. Donc, voilà. Eh bien, TogoSafe est censé tracer les cas contacts des personnes positives, renforcer leurs recherches pour mieux endiguer la propagation du virus sur le territoire togolais. Mais est-ce que, puisque nous avons souvent de temps en temps des critiques sur l'effectivité de l'application, professeur? Bon, moi, je l'ai ouvert il y a 2-3 jours. Le message qui m'a dit, vous êtes à faible risque. Donc voilà. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas été en contact avec des sujets qui ont été infectés? Donc pour voir l'effectivité, il faut voir un sujet qui a été dépisté infecté et voir si votre application signale que vous êtes proche de danger ou pas. Donc voilà, donc je ne l'ai pas testé, je n'ai pas eu cette occasion, donc pour moi l'application devait normalement fonctionner, mais il faut on va se renseigner pour voir s'il y a un problème. Merci. Revenons sur les contaminations. Vous avez dit tantôt, statistique à l'appui, que depuis septembre, c'est une courbe crescendo, ce qui alimente une certaine polémique. La semaine dernière, beaucoup de journaux écrivaient que le gouvernement allait décréter un couvre-feu sur la période allant de la fin de l'année. Alors, vous, membres du conseil scientifique, quelle est votre vue sur ce sujet? Est-ce que le Togo devrait, je parle au conditionnel, devrait aller ou pas
à un couvre-feu pour les périodes de fin d'année. Okay. Et ça, non seulement je suis membre du conseil scientifique, mais je préside le conseil. Donc, quand nous avons vu le gouvernement, nous avons d'abord présenté la situation épidémiologique. Quelle est la situation actuelle? Premièrement, vous avez une augmentation régulière du nombre de cas, et comme je l'ai dit. Deuxièmement, nous avons une mortalité qui est élevée. Troisièmement, il y a un relâchement des mesures barrières. Il suffit seulement d'aller à la plage le dimanche. Complètement relâchement. Vous avez le déni de la maladie et vous avez une lassitude de la population vis-à-vis de l'ensemble des mesures qui ont été prises. Nous sommes en période de fête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Période de fête, ça va favoriser les brassages, les voyages, ce que nous appelons les relations intergénérationnelles et des fêtes. Et nous avons eu l'exemple de la Tabaski, où lorsque on a fait la fête de la Tabaski, après on a bouclé les villes. Et nous avons une situation qui est inquiétante, c'est l'harmattan qui va arriver. L'harmattan est connu comme étant un facteur qui favorise la transmission de la méningite. Et la méningite et le SARS-CoV-2 partagent le même mode de transmission par des gouttes d'air. Et aucun scientifique aujourd'hui ne peut vous dire comment ce virus va se comporter en période d'harmattan. Donc, à partir de cela, nous avons dit au gouvernement, faites attention. Faites attention, ne relâchez pas. Ne cédez pas à la pression populaire. Notre objectif, c'est de stabiliser les nouvelles infections. C'est un objectif. Et c'est d'éviter aussi les foyers épidémiques, ce qu'on appelle des clusters, en janvier. Il ne faut pas qu'on court en janvier. Si vous ne fermez pas maintenant, vous allez fermer en janvier. Si vous laissez la population fêter normalement. Et c'est ce qui s'est passé pareil en France. Donc, qu'est-ce que fait le conseil scientifique? Le conseil scientifique dit, est-ce que le couvre-feu est une intervention de santé publique? La réponse, elle est oui, c'est une intervention de santé publique. Elle présente des avantages, elle présente des inconvénients. Sur le plan avantage, c'est que ça va limiter les brassages, ça va limiter les contacts, et ça va permettre de réduire cette nouvelle infection, qui est notre objectif, de réduire de 20% la nouvelle infection. Elle présente également, le couvre-feu présente des inconvénients. C'est d'abord l'impact économique, c'est l'impact social, et une troisième composante qu'on refuse, qu'on oublie, c'est l'acceptabilité des différentes mesures qu'on propose, qui doit être acceptée par la communauté ou acceptée par la population. Donc l'avis du conseil scientifique est la suivante: le couvre-feu étant une intervention de santé publique qui doit nous permettre de réduire les nouvelles infections, doit être discutée. Elle doit être discutée avec les plus hautes autorités, notamment les élus locaux, notamment avec les chefs traditionnels, recueillir leur assentiment avant une prise de décision. Et c'est ce travail de concertation, de participation inclusive que nous avons proposé. Que vous avez proposé, que le gouvernement a également discuté en son sein au Conseil des ministres le mercredi dernier. Nous en avons abondamment parlé, ce qui vous amène, Tchakala, à écrire vous aussi, Courrier de la République, fête de fin d'année au Togo, sous le double signe de la santé et de la vie, écrivez-vous. Oui, absolument. La fête, elle s'approche à grands pas. Nous avons vécu une année 2020 exceptionnelle au regard de la crise sanitaire que nous avions connue. Mais c'est vrai, la pandémie, elle est encore là, avec tous les dégâts qu'elle engendre un peu partout. Mais est-ce que nous allons nous verser dans la célébration sans porter des gants, sans des garde-fous? Je crois qu'il vaut mieux être en bonne santé avant de célébrer la fête, avant de faire quoi que ce soit. Il ne faudrait pas que cette fête, après l'avoir célébrée en grande forme avec les relâchements possibles que cela peut imposer, et qu'on retombe dans les travers de la très grande contamination. Donc c'est ce que nous voulons. Nous voulons une approche pédagogique, c'est-à-dire pourquoi certaines dispositions spéciales vont être prises pendant ces fêtes-là. Il faut expliquer aux gens, il faut leur expliquer que non, il n'y a rien de méchant dedans, mais on veut promouvoir la santé, on veut célébrer la vie, on va fêter, oui certes,
mais dans le respect de toutes les mesures qui ont été édictées. Il faudrait pas qu'après cette fête-là, que nous constations que le nombre de contaminations a flambé un peu partout. Il ne faut pas constater que nous comptions nos morts par dizaines à chaque semaine au lieu. Donc il faudrait une approche responsable et cela ne va pas se décréter comme cela. Il va falloir que le conseil scientifique, le gouvernement, que l'approche soit plus pédagogique, c'est-à-dire expliquer pourquoi certaines dispositions vont être prises. Oui à la fête, mais célébrons la santé, la vie. Donc pour Tchakalaï, la presse s'est informée abondamment. Le président du conseil scientifique, le professeur Kodokovi, a dit que le conseil scientifique donne des orientations à l'État, mais c'est au gouvernement qui revient de prendre la décision. Le gouvernement qui procède par des concertations, Didier, vous vous rappelez les rencontres que le ministre Boukwesi, son collègue du tourisme et le coordonnateur de la riposte ont eu avec les acteurs sociaux, les maires, les préfets, les chefs religieux la semaine dernière. Ça avait laissé croire à l'opinion. Des journaux avaient même écrit qu'il y aura couvre-feu du 18 décembre au 3 janvier 2021. Et puis, ou bien mieux, c'est selon, en fin de semaine dernière, une information circulait que le Togo, du moins certaines régions du Togo, allaient être bouclées à partir du vendredi dernier. Dieu merci, le gouvernement par la suite a sorti un communiqué pour démentir tout cela. Mais cela amène donc des journaux comme Togo Matin qui écrit ce matin à la page 11 Covid-19 et fausses informations, la prompte réaction des canaux de communication gouvernementaux, et Forum de la Semaine également qui écrit que le gouvernement met en garde ceux qui se permettent de diffuser de telles fausses informations sur le couvre-feu par-ci, les bouclages par-là. Mais ça veut dire que c'est une question vraiment d'actualité et chacun s'y adonne de la façon qu'il peut. Oui, je pense que le gouvernement doit faire preuve de beaucoup de prudence. C'est vrai que la population sait déjà, et ça c'est une certitude, que les fêtes de fin d'année 2020 ne pourront pas être comme les fêtes telles qu'on les observait avant. Ça c'est une certitude, je pense que tout le monde a déjà pris conscience. Mais il va falloir que le gouvernement, comme Tchakala le disait, allie pédagogie et aussi stratégie à la fois. Il faut, en plus des orientations qu'a donné le conseil scientifique, il faut que le gouvernement fasse le juste milieu entre toutes ces mesures pour que la population, le professeur l'a souligné dans son intervention, qui est déjà lasse par rapport aux mesures, toutes ces mesures restrictives liées à la Covid-19, ne se voit pas encore être brimée en quelque sorte durant cette période de fin d'année. Et donc, c'est vrai, les concertations ont eu lieu avec le ministre et qu'il a été annoncé qu'un communiqué ultérieur du gouvernement va préciser les mesures et certains, donc, pour enfoncer le clou, peut-être pour créer de l'indignation un peu, ont juste fait de balancer cette fausse information. Tout le monde savait que c'était également faux. Et donc, aujourd'hui, il revient au gouvernement, nous faisons nos analyses, nous appelons, un peu comme le conseil scientifique, nous analysons si c'est bon ou si c'est pas bon, mais il revient fondamentalement aux autorités de trouver le juste milieu entre la lassitude des populations qui n'aimeraient plus qu'on leur prive encore d'un certain nombre de libertés, mais par rapport aux chiffres aussi qui s'augmentent sur la ligne, et qu'on doit célébrer la vie et la santé avant tout, et par rapport également à la situation même, aux mesures même, et à l'actualité même, les populations elles-mêmes savent déjà que les fêtes ne peuvent plus être comme on le faisait avant. Il revient au gouvernement de trouver le juste milieu qui ne dérange pas trop et qui permettrait à chacun de comprendre pourquoi telle mesure a été prise, telle mesure a été prise. On a annoncé, pour chuter là-dessus, selon ce que les ministres ont dit aux responsables religieux et aux maires et tout, il a été annoncé une éventuelle fermeture des bars, des discothèques, de la plage et tout,
Je pense que c'est des lieux d'attraction. Si on arrive déjà à empêcher des gens d'aller s'agglutiner quelque part, je pense que ça amenuiserait la mesure du couvre-feu qui ne serait plus autant nécessaire parce que des gens n'auront plus des endroits où aller s'agglutiner et tout. Mais il revient, comme je le dis, il revient au gouvernement de voir le juste milieu qui ne tue personne. Merci, professeur. Bien, vous le constatez. D'un côté, il faut préserver la santé, la vie. De l'autre également, il faut faire en sorte que les gens n'aient pas l'impression qu'on les étouffe. Toute question qui soulève fébrilité, frilosité, vous n'êtes pas spécialiste de la communication. Vous avez suivi la semaine dernière, quand des journaux, quand certaines personnes disaient qu'il allait être décrété un couvre-feu et qu'en fin de semaine, cette information circulait que certaines régions du Togo étaient carrément confinées. Alors, c'est des données dont vous devriez tenir compte au Conseil scientifique, professeur. Ici, nous avons bien dit au gouvernement que si d'aventure l'option du couvre-feu était retenue, il fallait une communication bien structurée autour de cette stratégie de communiquer suffisamment. Vous savez, dans les épidémies, la prise de décision, elle est extrêmement dure. Et vous voyez aussi ce qui se passe, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, où les gens pensent qu'ils sont privés de liberté. Et si vous prenez vraiment l'exemple de la France, qui est de dire, nous allons faire baisser les nouvelles infections de 15 000 à 5 000 pour déconfiner le 15 décembre, il a fallu seulement la pression populaire pour demander l'ouverture des petits commerces le 1er décembre pour qu'il y ait une remontée à 13 000. Et c'est fini. Qu'est-ce que ça entraîne? C'est une nouvelle conséquence du prolongement du confinement sur 3 semaines. Tout relâchement, vous le payez cash. Tout relâchement, vous le payez cash. Et si jamais il y a un vrai relâchement pendant les fêtes, nous allons le payer cash et ça peut arriver à des mesures de niveau 3, qui veut dire confinement, qui veut dire des mesures beaucoup plus restrictives parce que le virus circule à un niveau tel. Donc nous avons des mesures de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Donc chaque fois, il faut peser le pour et le contre et trouver le juste milieu. Ça peut étonner les gens que le Togo va être peut-être le seul pays à prendre des mesures restrictives. Exemple. Mais je suis sûr que dans un mois, les gens nous diront que nous avons raison. Merci. C'est l'avis du scientifique. Nous risquerions de payer cash tout relâchement. Merci beaucoup. Terminons avec la problématique des vaccins. Les vaccins que la Grande-Bretagne a commencé la semaine dernière. On annonce pour aujourd'hui le début, l'introduction des vaccins aux États-Unis, dans la semaine ou dans les jours à venir, dans les différents pays d'Europe qui ont les moyens. Là-dessus, Courrier de la République de notre ami Chakala a écrit « Vaccin contre la COVID-19 en Afrique ». Des pays pauvres comptent sur le programme COVAX pour être fournis. Alors, professeur, est-ce que le Togo a des chances d'avoir le vaccin à une période plus ou moins proche ou éloignée? Non, il faut rester sérieux, il faut que nous soyons sérieux. Voilà un vaccin qui n'a pas été trouvé et des pays ont commandé avant même de trouver l'efficacité du vaccin. Payer et commander pour dire si jamais vous trouvez un vaccin, on doit être fourni du service. Nous avons eu le même problème au tout début de l'épidémie avec le gouvernement qui voulait acheter 1 million de cartouches pour tester les Togolais. Quand nous avons pris contact avec quelques firmes, on nous a dit, le Togo, vous ne pouvez recevoir que 2000 cartouches. Sur le million que le gouvernement escomptait. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de répartition équitable dans tous les pays. C'est pour cela que le Togo adhère à l'initiative COVAX, qui réunit un certain nombre de pays pauvres pour pouvoir peser dans les prises de décision et dans la répartition des vaccins. Et ça va être extrêmement difficile. Donc l'idée de l'initiative COVAX, c'est que si on donne 80% du vaccin aux pays riches, qu'on nous donne 20% à distribuer. Et ça va être une vraie bataille. Hein. C'est une vraie bataille. Mais au-delà de tout ça, c'est qu'il y a plusieurs vaccins. Il ne faut pas courir. Il faut être lucide. Nous avons le vaccin des Chinois. Nous avons le vaccin russe. Nous avons des vaccins américains. Il appartient au Togo
de voir le vaccin qui est le plus adapté à sa situation. Si vous prenez le vaccin BioNTech américain et Pfizer, conservation à moins 70, moins 90 degrés, ce que nous allons dépenser pour la chaîne de froid peut faire beaucoup pour le pays. Donc, il va falloir faire notre plan d'introduction du vaccin, en ayant le recul sur les différents vaccins qui existent, et choisir en notre âme et conscience le vaccin qui est le plus adapté. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'on nous impose un vaccin spécifique qui va revenir cher, qui va demander une chaîne de froid difficile. Si on nous donne aujourd'hui des vaccins à moins 70 degrés, on ne peut même pas les conserver. C'est ça la difficulté. Donc nous suivons de près, nous sommes dans une initiative qui est la plateforme COVAX, qui réunit, qui est pilotée par l'OMS, par Gavi, qui est le Global Alliance for Vaccine Initiative, et puis CEPI, pour pouvoir ensemble, avec l'ensemble de ces pays, participer aux négociations et discussions pour avoir des vaccins. Donc, en somme, même sur le vaccin, le conseil scientifique se réservera le droit de donner ses avis scientifiques au gouvernement, mais sans céder aux émotions. Non, pour le moment, on ne nous a pas demandé notre avis sur le vaccin. Je pense qu'il y a une initiative qui est sous-régionale, pilotée par l'OMS, on adhère, on suit cette initiative. Le jour où il y aura une vraie discussion, je pense que c'est pour ça qu'on est dans la plateforme COVAX, pour ne pas prendre une décision de pays. Si vous prenez une décision pays, ce n'est pas une question d'argent. Vous pouvez déposer, mais le temps qu'on voulait, c'est 2023 ou 2024. Donc voilà. Merci. Et pour terminer, forum de la semaine qui nous rappelle encore une fois les 6 gestes simples à adopter pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Terminons avec les questions de gouvernance. Un sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est les télécommunications. Le vendredi dernier, nous avons eu le privilège d'avoir 2 membres de l'ARCEP au studio ici qui nous ont parlé des interpellations, des mises en demeure que l'ARCEP adresse ces derniers temps aux opérateurs de téléphonie, dont Move Togo et Togocom. Alors pour Togocom, l'ARCEP se disait vraiment, je dirais fâché, notamment sur le service de la T-Money que Togocom n'arrive pas à fournir. Et puis je lis ce matin la page 4 de Forum de la semaine, dysfonctionnement du service T-Money, Togocom annonce le retour à la normale le 17 décembre 2020 au plus tard. Didier, si Togocom faisait cela, ce serait vraiment un signe que nous avons besoin des autorités, disons des institutions de régulation qui interpellent et tout le monde se tiendra comme il faut. Non, ce que fait Togocom ressemble un peu à de la comédie. Il faut être honnête, quand vous respectez, c'est le manque de respect qu'on a généralement pour le client dans les pays comme le nôtre. Si Togocom respectait vraiment ses clients, je ne pense pas qu'il appartenait à ARCEP, à une autorité de régulation, de venir l'interpeller, même le mettre en demeure, avant que Togocom ne se résout à envoyer ne serait-ce qu'un message aussi alambiqué à ses clients. Même pas un seul mot d'excuse dedans. Ils ont juste envoyé un truc comme ça pour dire qu'ils sont conscients des difficultés. Oui, les difficultés sur leur réseau, ça a pénalisé plusieurs. Tous les désagréments, pour ne pas dire conséquences néfastes que cela a eu sur nous les clients. Évidemment. Et ça, on parle de T-Money. Mais si vous prenez même le réseau, depuis que Axian Group, Axian Telecom a pris le réseau Togocel et Togo Télécom, mais c'est des difficultés pour appeler l'un et l'autre. Moi, je vis en plein cœur de Lomé, mais si je suis à la maison et je suis à mon bureau, qui sont presque dans la même zone, vous m'appelez, l'appel n'aboutira jamais. Je vous appelle, l'appel ne partira jamais. Et ça, nous sommes en plein cœur de Lomé. Imaginez dans la périphérie, imaginez dans les villages reculés. Je pense que véritablement, si on signe des clauses, des contrats de performance pour servir les clients, il va falloir véritablement que, heureusement qu'aujourd'hui ARCEP joue ce rôle-là à notre place, il va falloir qu'on continue de les sanctionner autant que possible pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas là juste pour narguer les gens en quelque sorte, mais oui, pour que des bénéfices, mais d'abord fournir les clients, fournir le service aux clients et permettre aux clients de jouir du service. Le problème avec Togocom aujourd'hui également, c'est que vous avez votre argent sur votre compte T-Money, mais vous ne pouvez pas l'utiliser.
Vous avez beau chercher à acheter des choses en ligne pour aller un peu plus vite, notamment des services de base, hein, l'électricité à la maison, vous êtes à court de crédit, vous voulez acheter, vous n'avez pas accès à ces choses-là, vous êtes bloqué. Et donc je pense véritablement que si le 17, ils arrivent à tenir parole, tant mieux, mais je pense qu'il n'appartenait pas à un gendarme de venir leur rappeler qu'il faut préalablement qu'ils servent un service de qualité aux populations avant de chercher à faire... Merci. Deuxième sujet de gouvernance plutôt politique. C'est Togo Matin qui se demande si nous allons vers l'organisation d'élections régionales au Togo en 2021. Et Forum de la semaine qui se fait quelque peu affirmatif, qui écrit nouvelle élection en vue au Togo, le gouvernement et des partis politiques en tête à tête ce lundi. Il s'agira, selon Forum de la semaine, de discuter des élections régionales qui pourraient se tenir au Togo en 2021. Également, d'autres questions de l'heure pourraient être débattues au cours de ces concertations. Et quant à vous, Tchakala, vous parlez également de l'éventualité des élections régionales en 2021 et vous vous demandez si cela va constituer le coup de gong pour réveiller l'opposition. Oui, depuis la présidentielle du 22 février dernier, nous avons constaté avec regret que l'opposition est dans une indolence. C'est comme les leaders sont sous l'emprise d'une puissance omnifère, on ne voit pas les lignes bouger, tout est figé. Et bon, bien que les idées soient piquées depuis longtemps par rapport à cette présidentielle, il y a certains qui continuent toujours par se faire de petites idées autour de la présidentielle. Donc, aujourd'hui, les leaders ont reçu une invitation à leur adresser par le ministre de l'administration territoriale. Est-ce que cela va susciter le réveil attendu de la part de ces leaders politiques pour mieux s'engager sur le terrain? Est-ce que nous estimons que à quelque chose de malheureux, bon, donc ils auront croisé les bras, attendant peut-être les législatives de 2023 avant de prendre conscience qu'il y a quelque chose, maintenant qu'il y a une élection intermédiaire, que seront les régionales, éventuellement l'année prochaine, ça aura le mérite de les réveiller, de titiller un peu leur susceptibilité pour peut-être occuper le terrain et de ne pas le laisser au seul parti au pouvoir et bon, peut-être faire valoir leur champ. Eh bien, nous verrons ces réunions aujourd'hui, demain, nous aurons de la matière au service dans les jours à venir. Mais nous terminons avec ce décret que le chef de l'État a pris en fin de semaine dernière, qui limogeait l'ex-préfet de Yoto, M. Alibo, qui n'est plus préfet de Yoto. Vous savez un peu les raisons qui auraient pu amener le gouvernement à prendre cette décision. Là-dessus, Liberté écrit les deux visages de Faure Gnassingbé prompt dans le limogeage du préfet de Yoto, mais le même Faure Gnassingbé autiste sur les crimes de sang et crimes économiques. Alibo qui a été remplacé par un lieutenant-colonel comme préfet de Yoto, ce qui amène le confrère Télégramme du Togo a écrit politique au Togo, les prémices d'un retour à un régime outrancièrement militaire par le nouveau préfet de Yoto, Didier Assokwa. Ça fait un total de 11 préfectures qui sont dirigées par des lieutenants ou par des militaires sur 35 au total. Oui, bon, je ne sais pas, seul M. Faure Gnassingbé, c'est les raisons qui l'ont motivé à caporaliser ces préfectures, à mettre des militaires à la tête des préfectures, pendant qu'il est généralement dit dans la Constitution que les militaires ne devraient pas exercer des postes, des charges politiques. Et quand on sait que être préfet, c'est d'abord être un représentant du pouvoir central et en tant que tel, c'est une charge éminemment politique. Et donc, je laisse cette charge aux politiques pour en défendre, en débattre et demander au chef de l'État peut-être de corriger. Mais sur le limogeage du préfet, oui, on peut trouver à redire. Ce décret du chef de l'État, à mon sens, est questionnable. Questionnable parce qu'on se demande que punit-on en sautant le préfet. Le gouvernement n'a pas justifié sa mesure dans le décret. Oui, c'est pour ça qu'on se pose cette question. Que punit-on en sautant le préfet? Parce que jusqu'à preuve du contraire,
il n'a jamais été dit qu'il a été coupable ou qu'il a failli administrativement à ses charges de préfet à la tête de cette préfecture-là. Et donc, s'il est sauté pour ce que tout le monde connaît, c'est un peu arbitraire. C'est vrai que ce qui s'est passé a heurté un peu les consciences, un peu la mœurs, mais c'est un peu arbitraire pendant que dans ce pays, le chef de l'État lui-même, dans un discours solennel à la nation, a dit que une minorité s'accapare des biens du pays pendant que la grande majorité croupit dans la misère. Et la minorité dont parlait le chef de l'État, il connaissait les gens, il pouvait mettre les noms sur les visages un à un, des gens sont autour de lui, des gens collaborent avec lui, des gens l'aident peut-être à diriger le pays. Il n'a puni aucun des gens qui commettent des crimes. Il y a un dossier encore plus récent, le pétrole gate. On voit plutôt des gens pavaner dans la ville et de façon arrogante qui défient même l'État. Dernièrement, j'ai vu quelques publications passer sur les réseaux sociaux où des gens de façon arrogante attaquent l'État dans ce que l'État a fait comme audit. Aujourd'hui, les gens là sont laissés impunis, ils sont là, mais si on saute quelqu'un de cette façon-là, ça peut paraître... Merci, on va devoir s'arrêter là, sauf que l'État ne motive jamais vis-à-vis de l'opinion publique les décisions. Il n'y a pas longtemps, c'est le préfet de Tchamba, la dame Titiquina, qui avait été relevée. L'État n'a pas jugé utile d'informer les citoyens, les concitoyens, pourquoi telle autorité est limogée au profit d'une autre. Il est 12h passé de 1 minute. Nous allons devoir suspendre nos débats là. Le temps de rebondir avec vous sur les 4 numéros que vous savez. Le 22, 21, 33, 74. Le 22, 20, 19, 68. Ou encore le 91, 36, 63, 75. Et enfin le 98, 87, 78 et 37 sur les sujets dont nous avons débattu aujourd'hui. Nous avons abondamment parlé de la réponse à la COVID-19 avec le professeur Ekovi. Nous avons également parlé de quelques aspects de gouvernance politique, économique et autres au cours de cette émission. À présent, la parole est à vous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Bon, vous savez tous nos collègues qui a une idée pour faire avancer le pays dans le pire. Moi, ce que je veux proposer au chef de l'État. Vous savez, la tête de l'État, on trouve à dire qu'est-ce qu'il fait. Si il vous apprend, il a peur que vous avez le pays, vous voulez, il fait une enquête pour voir si vous êtes un baron capricieux. C'est-à-dire, grosse maison, grosse voiture, grosse femme, on vous met au luxe. Mais si vous avez la femme bloquée, il vous aide. Dans le chef de l'État, dans les questions sur le pays, vous devez investir contre le dossier judiciaire. Vous les arrêtez, comme ça, ça peut aller. On a tous nos ballons, 4 000 autour d'eau. Grosse viande, voiture, sans tout. Bon, laissez continuer. Merci. J'espère que le chef de l'État ou ses émissaires auront compris. L'auditeur suivant, bonjour. Bonsoir, monsieur Chef. Oui, c'est monsieur? Monsieur Chef, oui, allez-y. Mais je veux savoir, les élections qui sont annoncées dans les prochains jours, jeudi à 2020, qui ont atterri à Port-de-Paix. Si on n'a pas de nom à faire les élections locales, donc aujourd'hui, même les maires, on ne semble pas ce qu'ils font. Non, monsieur Chef, vous dites quoi? Local, on ne fait ça. Non, non, non. Cher monsieur, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que... S'il vous plaît, oui. Oui. Oui, mais faisons la part des choses. On a sauté un préfet, on a nommé un préfet à sa place. Ça, c'est le prérogative du chef de l'État. L'autre question, c'est que la Constitution, en fait, nous avons convenu de faire la décentralisation. On devrait tenir toutes les élections pour que tous les organes soient pourvus. Maintenant, ce que les élus font et ne font pas, c'est un autre débat. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour l'ami. Ok, il y a un auditeur enfin qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons.
moi sur le plateau. Merci. Ouais, ça, la conception dit bien qu'il faut faire des élections locales, législatives et présidentielles. Et dans les normes, il faut qu'on respecte les choses qu'on se connaît. Maintenant, quand on va faire des élections, nous savons qu'on gagne d'avance. Mais c'est la seule tentative de la fin de l'énergie de fin de peuple. C'est seulement après que l'élection présidentielle soit passée, ça sort de d'ici moi seul. Demandez à quoi cette population d'aller dans les élections pour choisir les pays. Non, c'est ce que je crois. Nous, on dit à l'école, nous, la fin de l'énergie, c'est un coup de l'eau. C'est le moment de la lumière. Nous sommes des sénateurs comme nous, les gens, on avance. Et on est là, on va dans les choses qui fait. Donc, il y a plus de fois que nous avons fait des élections, la fin du contribuer. Monsieur Kolani, vous êtes acteur politique. J'espère que si vous allez à la rencontre avec le ministre Boukessi, vous lui parleriez les yeux dans les yeux. Merci. Chaque chose en son temps. Gageons que les partis politiques parleront de vive voix avec le ministre Boukessi. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, allô. Oui. Bonsoir. C'est monsieur? C'est monsieur Ben. Ok, allez-y Ben. J'ai comme l'impression qu'on augmente les chiffres des contaminations pour pouvoir faire peur aux Togolais afin de légitimer le couvre-feu à venir. Donc j'aimerais qu'on utilise réellement les chiffres. Comment est-ce que les gens vont nous dire aujourd'hui que les chiffres augmentent ou bien les chiffres c'est seulement ceux qui voyagent qui vont les faire. Merci. On est comme vous pouvez nous dire aujourd'hui que les chiffres augmentent alors qu'à côté, à Accra et à Cotonou, quand vous allez que vous portez la parole, on peut montrer que vous venez du Togo. Merci. Le professeur Kovi va vous répondre dans un instant. Le temps que nous prenions l'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur. Oui. Il est là. Ok. Mes questions s'adressent à lui. La première question, il faut des propositions au gouvernement qui lui-même a dit que le gouvernement a des Et des avantages. et des avantages. Moi, je prends les inconvénients pour préparer un peu ma question. Est-ce qu'ils doivent demander au gouvernement d'accompagner ceux qui sont dans le secteur informel, artisan, lié au monde? C'est la première question. Deuxième chose, jusqu'à présent, le marché, la libération du marché. Au début, on nous avait parlé de mouvement de 100 personnes. Après cette mesure, aucune mesure n'est annoncée pour les marchés. Aucun retour sur les marchés. Mais pour tous les autres, on s'entend que peut-être dans les villes, lorsque nous allons prendre la frontière du Ghana, on va contacter le courant. Mais le marché, là, est resté à l'idée. Je ne comprends pas. Merci beaucoup. Nous allons prendre le dernier auditeur et puis le professeur va vous répondre. Bonjour l'ami. Oui. Allez-y. Il est là, il vous écoute. Il est le président du conseil scientifique. Je pense que pour nous donner le bilan de cette maladie, tout le monde va dire que c'est toujours négatif. Parce qu'il y a toujours des décès, des décès. Mais est-ce que ce comité-là ne peut pas nous donner un exemple de l'excellence en donnant la place à certains docteurs pour voir si les choses peuvent évoluer? Je vous en prie. C'est pas fini. La réunion qui convoque l'administration, Oui. je pense que c'est une bonne chose. Mais certains nous disent simplement que l'élection présidentielle de 2012 va la faire passer. Mais si le gouvernement ou bien l'administration ne voit pas en face de nous la DNK, est-ce que cette réunion est utile? Merci. Je vous en prie, un clin d'œil à nos partenaires et nous vous répondons. Nous revenons pour répondre à vos questions et clôturer l'émission. Le professeur Kovir, bonjour. Bonjour. Vous avez écouté les auditeurs. Quelqu'un voudrait avoir la vérité sur les chiffres de contamination.
Je voulais seulement lui dire qu'aucun pays n'a intérêt à manipuler réellement les chiffres. Ce que les chiffres, c'est basé sur des résultats des tests de PCR. Et même les chiffres que nous avons, très sincèrement, il faut les multiplier par 2 ou par 3. Puisque c'est les sujets qui se rendent dans une structure de santé qui ont qui ont des petites maladies. Et j'ai regardé les chiffres des 2 dernières semaines de quelques pays. Sénégal, plus 912 cas, du 28 au 11 décembre. Ghana, plus 1513 cas, du 28 au 11 décembre. Togo, plus 276 cas. Alors qu'on vous dit, par exemple, en France, 13 000 cas par jour, 60 000 cas par jour aux États-Unis, personne ne crie sur la falsification de ces chiffres. Il faut quand même qu'on nous croie de temps en temps, qu'on n'a pas intérêt du tout à mentir sur les chiffres. À un moment donné, on nous a dit même que l'Afrique est en train de baisser ses chiffres. Mais il n'y a pas eu surmortalité dans les hôpitaux où on a creusé des trous, où on a caché des personnes en catimini. Voilà les chiffres que nous avons, et ces chiffres sont vraiment sous-estimés parce que certaines personnes ont été infectées, se sont cachées à la maison et n'ont pas été détectées. Merci. Autre question, est-ce que le conseil scientifique envisagera éventuellement des formes d'accompagnement pour les acteurs du secteur informel au cas où on devrait aller à des couvre-feux? Non, ça revient au gouvernement. Mais nous avons aussi dit au gouvernement que toutes les décisions doivent être socialement acceptables. Et qu'il y a une très grosse discussion, par exemple, sur l'ouverture ou non, par exemple, de la fermeture des bars. Le conseil scientifique a donné sa position en disant, voilà les avantages et les inconvénients, parce que les bars, ce ne sont pas les mêmes bars en France. Nous avons des bars aérés. Peut-être que si les tenanciers de bars respectent les mesures, pourquoi pas? Mais en même temps, d'autres diront, ah, attention, c'est là où il y a beaucoup d'affluence. Donc tout est en discussion, mais sur les aspects financiers d'accompagnement, ça c'est au-delà du conseil scientifique. Autre question, il avoir fait le constat que les mesures barrières ne sont pas respectées dans des endroits publics comme les marchés. Il a raison, mais toujours on distingue d'abord les activités essentielles, les services essentiels, et puis les services non essentiels. Le marché, vous voyez comment le Togolais se nourrit. Si par exemple, une seule mesure, c'est de dire qu'on ouvre les marchés 2 jours, on peut faire ça 2 jours sur 7. Donc, il peut y avoir de l'affluence. Combien de gens Togolais sont capables de faire des stocks, même de façon rythmée? Si on demande demain de limiter le nombre de personnes qui doivent aller au marché à 2000 ou à 3000, la population va se révolter. Donc on distingue toujours des services essentiels. C'est pour cela qu'on demande aux gens qui se rendent au marché de porter des masques et vraiment de limiter le temps qu'ils passeront à faire leurs courses. Moins d'une heure. Oui, professeur, nous avons eu par 2-3 fois la directrice de l'EPAM, la commissaire Pocholi. On a même reçu des maires de différentes communes, mais c'est quand même un constat que sur les marchés, les mesures barrières ne sont pas respectées. Professeur. Je suis tout à fait d'accord. Moi-même, je suis là aussi, mais j'ai vu que les mesures barrières ne sont pas respectées. Mais on ne va pas mettre un policier derrière tout le monde. Ça, c'est de la responsabilité individuelle. Merci. Dernier auditeur, est-ce qu'on devrait aller à l'alternance au sein du conseil scientifique ou bien des médecins en prise en charge, pour la prise en charge des cas, professeur? Il y a du monde, il n'y a pas de problème. Ça fait depuis mars que nous travaillons matin, midi et soir. Par exemple, le conseil scientifique, dans son article 9, c'est un travail bénévole. Un travail bénévole, on n'est pas payé pour ce travail de conseil scientifique. C'est bien écrit dans l'article 9. Le conseil scientifique ne reçoit ni prime, ni indemnité pour réaliser ce travail, parce que justement, il va falloir être indépendant par rapport aux décisions du gouvernement. Donc, voilà. Merci. D'autres auditeurs se sont penchés sur les réunions que le ministre Boukessi convoque aujourd'hui. Est-ce que le Togo devrait aller aux élections régionales ou bien en faire l'économie, puis des nominations pour remplacer les autorités défaillantes par-ci par-là? Allez-vous 30 secondes? Non, on a voulu la décentralisation intégrale de notre pays et les régionales s'inscrivent dans cette logique-là. Donc, nous sommes obligés d'aller. Bon, ne pas aller décréter des gens comme des conseillers régionaux, je crois que ça va un peu
indisposés plus d'un. Ça ne relèvera pas. Ils n'auront pas leur pouvoir venant d'une base quelconque. Donc on ne décrète pas cela au niveau de la communalisation. Il faudrait que ce soit des gens qui passent devant leur programme et que d'autres, certains aussi portent leur chance sur eux. Merci Didier. Pour terminer aussi bien à l'endroit du professeur Rekovi que des questions sur la politique, on a l'impression que les Togolais, du moins ceux qui ont appelé aujourd'hui, très peu ont confiance en l'État tel que nous fonctionnons et les mesures que nous prenons. Oui, comme toujours. Vous voyez, par exemple, normalement, les élections régionales, ça devrait intéresser les populations. Parce qu'in fine, ce qui est visé à travers ces élections, c'est la mise en place du Sénat, en fait. Et ça, c'est ce que tout le monde ne voit pas. Ça devrait intéresser des citoyens qui doivent influer sur le choix des personnalités qui doivent normalement animer demain le Sénat. Mais ça ne dit rien à personne par rapport à plusieurs autres mesures, des décisions. Le Togolais est ainsi fait, ne croit plus pratiquement à rien, mais bon, ça va, je ne sais pas comment... Merci. On va terminer avec vos cartons du début d'émission. Didier Assoba, vous avez la parole, vous la gardez? Non, je n'ai pas de carton, je vous passez. Allez, Romoro Tchakala? Moi non plus. Ok, le professeur ne va pas passer, lui aussi, professeur. Je vais donner un carton vert à la population, parce que je suis sûr que quelles que soient les décisions qui seront prises, la population va respecter ces mesures pour le bien de nous tous, pour qu'il y ait moins de décès liés à la Covid et qu'on procède à l'enterrement de la Covid-19 en 2020. Mais avant ces éventuelles mesures, professeur, que le gouvernement concerte le plus largement possible et que les mesures tiennent compte de la population la plus inclusive et que tout cela soit bien expliqué, professeur. Ça sera fait, c'est pour cela que les décisions tardent, parce qu'on concerne tout le monde. Et il y a des séances de réunion tout le temps pour pouvoir écouter le maximum. Merci, carton vert à vous tous qui nous suivez, que nous allons retrouver sans doute encore très nombreux demain 11h si Dieu le veut. Dieu le voudra bien encore une fois. Chérissons la vie. Chérissons la vie tout simplement.